Et nous allons donner donc la parole à votre collègue Ilham Slim Fotaï de l'Université libanaise donc du Liban, qui va nous parler du pouvoir cathartique de l'écriture de soi, reconstruction identitaire et réconciliation dans le roman français contemporain. Sujet donc qui nous met déjà le mot à la bouche. Donc à vous la parole, professeur. This meeting is being recorded. Pourquoi? The recording has started. Moi, je n'ai plus de nouveau d'image. Pourquoi? Je n'ai plus d'image. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? On vous entend, madame. On vous entend, professeur. Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Mais j'ai pas d'image. J'ai pas d'image. Bon, le partage d'écran, je peux l'avoir? Partage d'écran, s'il vous plaît. Vous pouvez commencer votre conférence, madame, en attendant que le... Voilà. Voilà, c'est fait. Oui. This meeting is being recorded. Dans la biographie du roman. Et l'auteur ne choisit pas nécessairement la narration chronologique. C'est le cas de Samuel Jack, écrivain togolais francophone qui, dans Ainsi parlait mon père, publié en 2018, propose la biographie de son père et son autobiographie. Très peu ouvert à l'autre, d'abord grâce à ses études en français, ensuite à ses lectures d'écrivains de différentes nationalités et à ses voyages, Jack s'intéresse aux multiples problèmes qui bouleversent le monde actuel. Notre problématique pourrait se formuler de la manière suivante. Quelle forme de l'écriture de soi l'écrivain africain a-t-il adopté? J'ai des échos, s'il vous plaît. Comment l'identité culturelle de Samuel Jack s'est-elle forgée? Quelle vision du monde nous propose-t-il? Pour répondre à ces questions, nous étudierons d'abord la spécificité de l'écriture de soi, donc une écriture de soi singulière, dans Ainsi parlait mon père. Nous développons ensuite les étapes de la construction de l'identité culturelle de l'auteur togolais, et nous montrerons que c'est une identité culturelle multiple. Et enfin, nous analyserons les sujets brûlants d'actualité qui ont donc suscité l'intérêt de l'auteur. Donc, entre autres, les effets du capitalisme, les migrants, le racisme et la verticalité. Ainsi parlait mon père est composé d'une préface au pluriel, d'une première partie intitulée Le son de la forge, entre parenthèses la voix de mon père, et d'une seconde partie ayant pour titre Sur les flots du vaste monde. This meeting is being recorded. Le plus important est une jambe atrophiée qui lui avait valu le surnom de Salifou le boiteux. En effet, j'ai des échos s'il vous plaît. En effet, le titre thématique littéral oriente la lecture vers les paroles du Père et renvoie certainement à l'œuvre de Nietzsche, Ainsi parlait Zarathustra, ainsi que la forme du langage que l'on pourrait qualifier d'aphorisme. Donc le Père serait, pour l'auteur, un Zarathustra moderne qui enseigne à son fils qui est villageois une manière de vivre différente. C'est également un moyen d'élever cet humble forgeron qui ne sait ni parler, ni lire, ni écrire le français à un niveau intellectuel
semblable à celui de l'écrivain allemand. La forme de l'écriture de soi adoptée par Tchak surprend à première vue, car nous ne retrouvons pas dans ce livre un récit. Dans un entretien, il explique son choix. Ce n'est ni un roman, ni un essai, s'il fallait le qualifier, sans doute, dirait-on, un recueil de leçons. Les leçons dispensées par le Père consistent en des réflexions sur la condition humaine, les rapports entre l'homme et la nature, les valeurs humanistes. La seconde partie est consacrée à l'autobiographie du Fils. Mais là encore, peu d'éléments biographiques nous sont livrés. Sadam Chakura, du nom de plume Samuchak, est né dans le village de Kamanda, Rwanda, au nord du Togo, en 1960, année de l'indépendance de son pays. Il est le fils aîné de Mechere Saïfou Chakura et de sa première épouse, Alimantou Essowabana Nuro Nao. Il est le premier de la famille à avoir été inscrit à l'école et il a poursuivi ses études jusqu'au doctorat en sociologie obtenu en France. Car Saïfou le boiteux, son père, était un homme tourné vers l'avenir et il a ouvert à son fils les portes du savoir, les vastes horizons d'un monde en évolution. Nous retrouvons dans la biographie de Tchak l'identité entre l'auteur qui signe le livre, le narrateur qui relate les événements de sa vie et le héros ayant vécu ces événements. Le prolongeur annonce des projets autobiographiques qui se fondent sur l'héritage paternel. L'adresse au père, par le pronom de la deuxième personne du singulier, souligne le lien qui unit le père et le fils. Dans le rapport au nôtre, les leçons de la force se transmettront de la vision de l'histoire du monde, qui le numéro 182. This meeting is being recorded. À celui de son père, je cite. J'étais l'héritier de la force de mon père, mais l'école m'a détourné de ce destin, de cet héritage. Cependant, écrire, c'est aussi forger. Donc, je demeure un forgeron, celui qui, avec du matériau humain brut, tente de faire poésie de l'existence. Ces propos révèlent un parallèle entre la sagesse du père, enracinée, orale, venue du fond des sages, et la sagesse du fils, tournée vers le vaste monde, écrite, enrichie à partir de valeurs d'autres communautés humaines. Les leçons paternelles seront complétées ensuite par les lectures, les voyages et l'observation des sociétés différentes du Tchak africain. Ainsi, c'est édifié son identité culturelle. La première école de Tchak a été la forge paternelle. C'est ce qu'il affirme dans sa préface. Je cite, c'est dans sa forge, la forge de mon père, qu'avait commencé mon éducation. Le charbon, les soufflets, le feu, l'enclume, le fer rouge et le marteau ont précédé les pages et la plume. Après ses études, Tchak travaille d'abord dans son domaine et mène, entre autres, une enquête sur la prostitution à Cuba. Mais plus tard, il choisit de devenir écrivain, ce qui lui assurera la notoriété dans le monde des lettres. C'est beau, grâce au choix du français comme langue de l'écriture, à ses voyages à travers le monde, à ses réflexions sur tous les problèmes qui bouleversent le monde actuel, que les écrits de Tchak lui ont valu l'appellation d'écrivain. Hormis les leçons de son père, dispensées à l'antenne Salam Nathan, le fondement de l'identité culturelle de Sami Tchak est la lecture d'œuvres littéraires et philosophiques de toutes les époques et de tous les pays confondus.
Ces lectures font l'objet d'une énumération impressionnante d'auteurs européens, latino-américains et africains, et les réflexions que ces livres ont suscitées. Évidemment, il nous est impossible de les citer tous, mais nous constatons que l'auteur togolais est un bibliophage dont les nombreuses lectures nourrissent sa culture et son écriture. Un critique, dans un article intitulé « De quoi l'hybridation est-elle le symptôme ?» Jacques analyse à partir de son roman Place des Fêtes, dont l'action se déroule à Paris, l'enchevêtrement de plusieurs univers culturels, ainsi que le recours à l'intertextualité, multipliant les réseaux et les filiations qui révèlent la stratégie de l'écrivain lui permettant de décentrer géographiquement son œuvre pour la placer dans la mondialité, ce qui conforte notre assertion que Jacques est un écrivain. Déjà, en 1997, Jacques affirmait dans une interview son désir de ne plus situer ses récits dans l'univers géographique et socio-culturel qu'il a pu naître, choisissant le français comme langue de l'écriture parce qu'il se sentait de plus en plus éloigné de son pays, exilé. Il préfère voyager dans d'autres pays tout en continuant d'écrire en français. Pour notre part, nous pouvons affirmer qu'il a aussi voyagé à travers le temps en dialoguant avec les philosophes et les écrivains des siècles précédents. Ainsi, bien au-delà des horizons géoculturels africains et français, l'auteur, par le jeu des intertextes, promène ses lecteurs à Cuba, en Amérique latine, en Europe. Le monde entier se retrouve dans ses œuvres. Et l'écrivain Jacques choisit de se rattacher à plusieurs autres écrivains du monde et toute la littérature qui lui a été donnée de connaître. Pour l'auteur de l'article, cet éclatant référentiel, signe d'une ouverture délibérée au monde, n'est pas simplement le résultat d'un positionnement identitaire. Il correspond également à l'expression d'un choix esthétique, une esthétique apparue au début des années 90. C'est pourquoi l'auteur de l'article qualifie les écrivains de cette période de décadents et considère que Sammy Jacques en fait partie en énumérant les caractéristiques qui justifient cette affirmation. Les thèmes en sont variés. Un exemple, celui de l'immigration, permet à ces néo-décadents de donner à réfléchir sur les changements survenus dans la société du fait de contacts de plus en plus fréquents et prolongés des populations, car les décadents sont exaspérés par plusieurs phénomènes de société, entre autres le racisme, le dogmatisme, le totalitarisme. En multipliant les horizons culturels, Sammy Jacques tente, à l'instar d'autres écrivains décadents, d'échapper au déterminisme contextuel. Ainsi, le rapport de Sammy Jacques avec la littérature mondiale qui a contribué à ses écrits pourrait se qualifier d'acculturation, que Céline qualifie ainsi, je cite, dialectique, vivante, du même et de l'autre, où le même est d'autant plus lui-même qu'il est ouvert à l'autre. C'est dans cette tension dynamique entre l'ouverture à l'autre et le retour à soi que réside le secret de la véritable acculturation qui, en ultime instance, est la tentative d'intégration de tout l'humain dans l'étendue de son universalité et la richesse de sa particularité. La lecture des philosophes et des écrivains se complète par l'observation sur le terrain des sociétés que Jacques a fréquentées au cours de son errance à travers le monde, ce qu'on conforte le titre de la deuxième partie du livre, sur les flots du vaste monde. Dans cette partie, Jacques réfléchit sur plusieurs sujets d'actualité. Le capitalisme et son influence néfaste sur les pays africains, l'émigration vers d'autres pays
le drame des migrants qui rêvent d'un nouvel Eldorado, le racisme et son corollaire, la verticalité. Commençons par le effet du capitalisme. C'est dans la bouche de l'imam de son village que l'auteur énumère les dégâts causés par le capitalisme sur la société africaine. Comme il s'inquiète de la radicalisation de l'islam et qu'il craint que son village en soit un jour touché, l'auteur se confie à l'imam principal de son village, un érudit en langue arabe, parce qu'il a l'habitude d'entamer avec lui des débats vaguement philosophiques. L'imam se lance alors dans une diatribe virulente contre le capitalisme et la mondialisation qui ont fait naître des besoins inutiles. Je cite: le drame, le vrai Aboubacar, ce n'est pas le risque de notre village parce qu'il fait l'islam radical, non. Le vrai drame de ce village, c'est déjà sa dépendance de puissance grande au modèle uniformisé de bonheur, modèle mondialisé de bonheur, modèle qui fait que les plus pauvres des êtres sont appelés à donner aux besoins incompréhensibles. Le hijab et les mosquées qui aspirent des inquiétudes compréhensibles ne constituent que le masque sur le visage du matérialisme hégémonique et extrémiste d'une cruauté diabolique. Pour l'imam, ce sont les Occidentaux qui ont étendu leur pouvoir sur l'humanité et réussi l'homme, l'ont réduit en esclavage. Je cite: le capitalisme occidental prospère au prix de la réunification de notre dignité, de notre humanité et de la réduction de la plupart d'entre nous à des appétits uniformisés, à des désaxés qui sont prêts à tout pour mériter leur servitude. L'imam accuse de même le matérialisme occidental d'avoir défiguré la religion. Je cite: le paradis, au cœur de nos prières, ne se projette plus par-delà la mort et au bout des bonnes actions, mais de l'autre côté des mers et des océans. Le pèlerinage s'intègre dans l'ensemble des symboles de l'illusoire réussite matérielle et n'a plus grand-chose à voir avec la religion, avec la foi. Il est une forme de vanité. L'imam aborde aussi le problème de l'immigration, dont il accuse encore l'Occident. Selon lui, ceux qui émigrent ne le font pas à cause de la faim, mais pour acquérir des biens matériels qu'il faut avoir selon un modèle venu d'ailleurs, de l'Occident bien entendu, parce qu'il démystifie alors le rêve de l'Eldorado en décrivant la situation réelle de l'immigré, qui vit dans la marginalité où il s'enterre volontairement et pour longtemps. Après avoir écouté avec intérêt le raisonnement de l'imam, l'auteur conclut sur ce qu'il appelle le modèle intégriste de bonheur ou de bien-être. Je n'avais aucune objection à lui faire. Ainsi, pour l'auteur, l'émigration dans l'espoir d'acquérir le bonheur matériel constitue un rêve qui ne se réalise pas et aboutit à une profonde désillusion. Ce rêve d'un nouvel Eldorado entraîne un nombre important d'Africains à tenter le voyage dans des conditions dangereuses. Depuis 2015, le nombre des migrants a augmenté de façon exponentielle. This meeting is being recorded. L'auteur livre ensuite à son inventaire sa propre vision de ce tragique commerce de chair humaine. Les victimes tombent dans le piège de leur propre illusion, enfermées dans le désert libyen, de je les écho s'il vous plaît. Que chaque compare à une parenthèse de l'enfer, ils payent de leur vie un rêve impossible. Le pire est qu'aucune de ces images terribles n'empêche d'autres migrants de partir, poussés par le rêve. Et l'auteur conclut, je cite: les rêves entassés au fond de la Méditerranée habiteront les eaux pendant des siècles encore. Et, tant qu'il y aura des humains, il y aura ce voyage au bout de l'incertitude. L'appel assistant des ailleurs merveilleux et, pour beaucoup de rêveurs, le raccourci vers la mort. Mais une telle fin
est préférable. This meeting is being recorded. Pour ce qu'ils étaient les inférieurs, les sauvages, les êtres sans histoire, voire des êtres sans âme, qu'ils pouvaient transformer en outils de travail et civiliser, du moins dont ils avaient le droit de détruire les structures des humains. Évidemment, ce texte comprend plusieurs condamnations d'une pensée méprisée des êtres humains considérés comme inférieurs parce que leur civilisation ne correspond pas à la leur. Les autres n'ont pas d'histoire. Sous-entendu, les Européens s'étardent d'avoir une histoire de plusieurs millénaires. Ils réduisent les êtres à des animaux et les réifient, les privant de leur âme. Ils ignorent et méprisent leur structure sociale et le lecteur sait qu'elles existent. Pour illustrer son assertion, l'auteur constate plusieurs leçons au comportement raciste des Français à travers des propos insultants, entre autres contre les Noirs, qu'il a entendus ou dont il a été le récepteur. Chaque leçon commence par cette phrase « J'ai entendu ». Certains d'entre eux révèlent la peur des Français d'être réduits à une minorité dans leur propre pays. Je cite, « Il viendra une période où on cherchera la vraie France à la lumière du blanc. Au secours, Diogène !» Fin de citation. Les Noirs sont considérés comme des déchets. Je cite, « Bien des éboueurs noirs auraient bien pu aussi aller dans les poubelles pour accompagner jusqu'au bout la chaîne de recyclage des ordures dont ils nous débarrassent. » Fin de citation. Le sujet du racisme touche directement Jack, parce qu'il en a été la victime. L'épisode est rapporté dans la leçon 401. Un clochard blanc, à l'entrée du métro, l'interpelle ainsi. « Hé négro, viens ici. Tu es de quel pays ?»« Du Togo. »« C'est quoi ça ?»« Mon pays. »« Ton pays? Quel pays? Tu veux dire le pays que la France a construit là-bas? Tu sais, mon grand-père fut un administrateur colonial, un bon grand-père. » Fin de citation. Ainsi, le clochard français, situé au bas de l'échelle sociale en Europe, se considère supérieur à l'auteur parce que celui-ci est un noir. Cependant, Jack établit une distinction entre le racisme, c'est-à-dire la peur de l'autre, et la haine qui engendre la violence contre un autre semblable à soi, ayant des caractéristiques physiques similaires. Citation, il y a des blancs qui détestent d'autres blancs, des noirs qui détestent des noirs. Fin de citation. Cette haine est qualifiée de xénophobie par Jack qui conclut, je sais, le racisme n'est pas juste le fait de haïr ou de maltraiter l'autre pas comme moi, mais en le haïssant ou non, le fait de considérer l'autre comme inférieur juste à partir de sa peau. Cette constatation amène à une réflexion sur une des conséquences essentielles du racisme que Jack qualifie de verticalité et qui fait l'objet de plusieurs réflexions. L'auteur conçoit ainsi la verticalité, je cite, « Elle met l'homme blanc caucasien au sommet et le nègre au plus bas. Elle définit le racisme dans une société ségrégée. » Fin de citation. Et Jack donne les castes en Inde comme exemple. Les verticalités ont été parfois la cause de guerres intestines, reconnaît l'auteur, comme ce fut le cas au Rwanda entre les Hutus et les Tutsis, et on a même parlé de génocide.
Il n'empêche que pour Tchak, la verticalité établie par l'Europe est unique dans son genre parce qu'elle est la seule à concerner toute l'humanité. En effet, la place du noir se trouve au bas de la hiérarchie dans tous les pays où se manifeste le racisme. Si nous revenons à l'épisode du clochard français cité plus haut, la leçon se termine par ces mots ironiques. Je cite: je venais d'avoir l'insigne honneur de discuter avec le petit-fils d'un administrateur colonial, ce petit-fils qui, même dans l'état où il se trouvait, un clochard, me ramena brutalement à ma place. Au bas de cette verticalité, affermie et consolidée au fil des siècles. Après avoir souligné tous les méfaits du racisme, Tchak réfléchit sur le comportement des victimes à qui il adresse indirectement plusieurs reproches. La place qu'occupe le noir au bas de la verticalité occidentale porte le poids de l'histoire et définit seul le regard qu'on pose sur lui. Au lieu de se réveiller, d'habitude du racisme s'en incommode, s'efforce de se justifier, de se prouver qu'au lieu d'oser se réaliser et prouver à l'autre qu'il y a potentiellement la mesure du monde, qu'il a toutes les capacités de réussir dans tous les domaines. Tchak rappelle que c'est sur le continent africain que l'aventure humaine a commencé avant qu'elle ne se soit étendue sur la terre entière. C'est pourquoi les Noirs doivent faire de leurs blessures le lieu de leur revanche pour déplacer le regard que l'on porte sur eux. Ce qui indigne l'auteur, c'est le fait que les Noirs africains se contentent de vivre au sein du système actuel, qui les place au pied de la verticalité, bien sûr, et de s'en accommoder. Pour justifier cette assertion, il rapporte les propos d'un jeune étudiant malien. Je cite: je veux juste réussir dans le système actuel. Pour le moment, l'Afrique est foutue, et vous le savez bien. Tchak constate alors, à la suite de ces propos, que le continent africain doit combattre, je cite, ses propres dirigeants, ses intellectuels, ses écrivains, ramassis de dépigmentés intellectuels, à qui, à des degrés différents de responsabilité, consolide tranquillement la place du noir au bas de la verticalité occidentale. Pour conclure, l'autobiographie de Samuel Tchak est singulière à plus d'un point. Il choisit l'aphorisme pour livrer au lecteur sa vision du monde, donne peu d'informations sur sa vie personnelle, mais s'étend longuement sur les leçons de son père, dont la décision de l'envoyer à l'école a contribué à la formation de son identité culturelle multiple, confortée par ses lectures et ses voyages. Sociologue de formation, imprégné des valeurs humanistes portées par les leçons de la forge paternelle, Tchak ne pouvait rester indifférent au drame qui accable aujourd'hui l'humanité. Son écriture acquiert une dimension dénonciatrice en condamnant les pays nantis de profiter de la détresse des moines nantis et de les exploiter. L'écriture pour Tchak devient ainsi une responsabilité sociale. Il rejoint d'autres écrivains qui, avant lui, ont pris conscience de cette responsabilité. Entre autres, Philippe Claudel,
qui, dans le roman intitulé L'archipel du chien, publié en 2015, dénonce l'indifférence des Européens devant la tragédie des migrants. Il reste aux hommes d'aujourd'hui et d'assurer leur responsabilité sociale pour le bien de l'humanité. Merci. Merci professeur pour cette conférence très, très instructive et qui démontre un peu les ressorts de la xénophobie actuelle, mais qui a toujours existé parce que du temps de la Grèce antique, en coexistant avec les monumentales tragédies et les splendides tragédies, il y avait quand même des esclaves et il y avait des citoyens de second ordre. Et la meilleure manière de lutter contre ceci, vous avez parlé d'un écrivain monde, mais avant qu'il ne soit écrivain monde, il a été citoyen du monde. Qu'est-ce qui lui a permis d'être citoyen du monde? Parce que vous l'avez qualifié de bibliophage. Et un bibliophage, c'est quelqu'un qui comprend mieux les ressorts de la société, qui sait les expliquer, qui sait les argumenter et qui sait, à la limite, les comprendre avec beaucoup de condescendance, j'allais dire. La xénophobie et la bibliophagie ne sont pas compatibles. Et la bibliophagie nous rappellera toujours que personne n'a choisi ce qu'il est. Il est ce qu'il est, c'est un destin, c'est Dieu, c'est une forme de fatalité. Et il n'y a que la littérature pour nous rappeler cela, avec la panoplie des destins, la panoplie des récits, la panoplie des personnages qui sont souvent embarqués dans des situations qui les dépassent, où on appartient à un destin, à un hasard, etc. Merci encore, professeur.